je crois qu'il y a une grande majorité de citoyens qui ont parfaitement compris et qui n'acceptent pas de faire semblant d'appliquer des règles soi-disant démocratiques, qui ne sont pas démocratiques, rechercher sans arrêt à abattre le pouvoir parce qu'il est le pouvoir, c'est ne pas comprendre ce qu'est la démocratie. Une démocratie est là pour gérer les affaires publiques de la meilleure manière possible, c'est-à-dire par le vote démocratique des citoyens. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse politique et géostratégique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine comme thème, un thème lié évidemment à la scène israélienne, en pleine guerre de Gaza, une très grave crise institutionnelle en Israël. Avec nous dans le studio pour en parler, Maître Léon Rosenbaum, bonjour et shalom. Shalom, bonjour. Maître Rosenbaum, vous êtes avocat honoraire au barreau d'Israël, vous êtes aussi l'ex-président de l'UNIFAN, l'Union des Israéliens originaires de France et d'Afrique du Nord, que vous avez dirigé pendant longtemps, et vous avez été, avec moi-même, votre serviteur, le cofondateur de l'édition française du Jerusalem Post, qui a fait une longue carrière dans le paysage médiatique d'Israël, et puis aujourd'hui, vous animez un site internet, un site de réflexion et d'analyse qui s'intitule sourceisraël.com, qui fait de vous un observateur avisé de la scène politique et institutionnelle israélienne. Alors rentrons vite dans le vif du sujet. Alors que la guerre donc a repris à Gaza, et une guerre qui dure depuis plus d'un an et demi, on assiste à une polémique assez surréaliste, je dois dire, entre le chef du Shabak, des services intérieurs de sécurité, Ronen Bar, et le Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Bien que c'est une situation extrêmement désagréable d'abord, mais bien plus que ça. On a l'impression que se perd le sens de l'État dans de nombreux milieux en Israël. Le sens de la responsabilité que notre génération a d'avoir récupéré la souveraineté au pays d'Israël pour le peuple juif. Et à partir du moment où se déroulent des scènes comme celles auxquelles nous assistons en ce moment, on a l'impression que tout part à volo, y compris la loi. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, tout simplement, la loi prévoit de manière très claire, il y a une loi qui encadre les services de sécurité intérieure, Chok HaShabak, et qui prévoit, d'une part, que le chef de ce service est désigné par le gouvernement sur proposition du Premier ministre pour une période de 5 ans. Et tout de suite après, l'article 3 Gimel de la même loi expose de la manière la plus claire et sans la moindre ambiguïté que le gouvernement est autorisé à tout instant à mettre fin aux fonctions du chef de ce service. Or, c'est précisément ce qui s'est passé, et cela aurait dû entraîner une conséquence immédiate. Or, la résistance publique... C'est-à-dire la démission de Ronen Bar. La démission de Ronen Bar. Et ce qui se passe, c'est-à-dire sa résistance illégale à cette décision du gouvernement qui a été prise à l'unanimité, est une violation de la loi. Et plus grave encore, lorsqu'il s'est adressé à la Cour suprême... Oui, j'allais vous poser la question, ça a aggravé la situation. Eh bien, la Cour suprême aurait dû, en bonne logique juridique, immédiatement refuser sa demande. Plus exactement, rejeter in limine litis, c'est-à-dire d'emblée, dès la première séance. Sans analyse quelconque. Puisque il s'agit de contrevenir à la loi, à une loi, et par conséquent, il n'y avait aucune raison que la Cour accepte
d'analyser les raisons de l'un et de l'autre. La loi n'est pas sujette, dans ce cas-là, à la moindre interprétation ou question. Il fallait appliquer la loi. Et le simple fait que la Cour suprême ait accepté de surseoir à même prendre une décision est, à mon sens, et je ne suis pas le seul à penser ainsi, une violation de la loi par la Cour suprême. Donc nous sommes dans une situation d'une très grande gravité. Mais comment vous expliquez une telle transgression de la part de la Cour suprême, qui est normalement garante, qui s'est arrogée depuis ces dernières années, c'est dans les sujets de la polémique autour de la réforme judiciaire, qui s'est arrogé beaucoup de droits, dont entre autres celui de la vérification de la constitutionnalité des lois. Comment une telle instance qui doit veiller, aider au respect de cette constitutionnalité des lois, peut-elle violer une loi de manière aussi flagrante? Son nouveau président Hamid il m'étend du sien. Alors, bien entendu, il y a des arguments qui fait valoir la Cour et ceux qui soutiennent son attitude, qui consistent à dire, à prétendre que dans le système israélien gouvernemental et parlementaire, la situation est devenue telle que les pouvoirs du Premier ministre seraient exagérés, seraient au-delà de toute norme démocratique. Et que par conséquent, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Et finalement, c'est la Cour suprême qui elle-même s'est instituée le principal contre-pouvoir. Oui. Or, de l'avis de très nombreux juristes, dont le ministre de la Justice actuel, et beaucoup d'autres ministres de la Justice antérieurs, et c'est aussi mon opinion personnelle, ce contre-pouvoir est devenu le pouvoir. En réalité, aujourd'hui, ce qu'on a coutume d'appeler le Mifran Bagatz, ce Mifran Bagatz, eh bien, c'est le souverain. Le souverain du pays, c'est la Cour suprême. Or, c'est pas du tout le fonctionnement normal d'un régime démocratique où c'est le peuple et les représentants élus du peuple qui doivent avoir le dernier mot. Et qui prennent les décisions, d'une certaine manière. Qui doivent avoir le dernier mot, même s'il y a au passage des contre-pouvoirs qui obligent à réexaminer les documents et les lois et les dispositions qui sont prises, ce qui est souhaitable dans une démocratie. En dernière analyse, en fin de parcours, c'est tout de même l'Assemblée élue qui doit prendre la décision finale. Or, ça n'est plus le cas ici, ça n'est plus le cas chez nous, et c'est, à mon avis, une situation très, très dommageable. Alors, le plus grave et le plus affligeant ces derniers jours et ces dernières semaines, avec cette polémique, c'est que si on en fait l'analyse et le scanner, si j'ose dire, dans toutes les directions, on s'aperçoit qu'elle donne lieu à comme dans une sorte de microcosme, bien que ce soit une crise très grave, qui n'est pas un micro justement, mais elle donne lieu à vérifier tous les problèmes juridiques qu'on a connus ces derniers mois et ces dernières semaines. D'abord, cette immixtion non justifiée de la Cour suprême, mais aussi le rôle, par ailleurs exorbitant et démultiplié, de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, qui n'a pas arrêté depuis que le gouvernement Netanyahou est en place de faire obstruction à nombre de ses décisions et de finalement de regarder à la loupe ce qui est son rôle, mais en même temps d'enrayer et de faire barrage à beaucoup de ses décisions. Et dans cette affaire, elle a joué aussi un certain rôle. L'affaire de cette démission attendue du chef du Shabak. Alors, effectivement, mais il faut dire qu'elle n'est pas... elle a sa propre responsabilité dans la façon dont elle traite le gouvernement et même le Parlement. Puisque le gouvernement a pensé engager une procédure pour la démissionner, elle aussi. Mais il faut dire aussi qu'il s'agit d'une évolution qui a déjà plusieurs années. L'inflation des pouvoirs d'un fonctionnaire, d'un haut fonctionnaire qui n'est pas élu
et qui devient lui aussi l'arbitre absolu du fonctionnement du gouvernement et du Parlement. C'est un système qui est le résultat de l'attitude du juge Barak, qui a été lui-même Yoetz HaMishpati, la même chose, conseiller juridique du gouvernement, qui est devenu un rôle colossal dans le pays. Seulement, par exemple, le juge Barak, avant d'être juge, était un homme, un juriste, un vrai juriste fondamentalement. Et par conséquent, il savait utiliser les pouvoirs colossaux qu'il avait créés lui-même avec beaucoup de modération. Il faisait attention à la manière... Dosage. Le dosage. Par la suite, d'autres personnages sont devenus, ont exercé ces fonctions, et avec beaucoup moins de circonspection. Et là, nous sommes arrivés au stade limite, c'est-à-dire pratiquement le blocage du fonctionnement du gouvernement et du Parlement par une personne qui n'est pas élue, et qui en plus est soutenu par la Cour suprême. Donc nous sommes dans le système, nous sommes arrivés à un blocage de la démocratie israélienne, et il faut absolument, de l'avis de nombreux juristes et du mien, il faut remédier à cette situation. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, l'un des aspects, il y en a de nombreux, mais l'un des aspects les plus gênants de la crise actuelle, qui n'est pas seulement lié à cette polémique entre le chef du Shabak et le Premier ministre, qui d'ailleurs théoriquement n'a pas lieu d'être, mais c'est que les adversaires forcenés de Netanyahou, qui d'ailleurs se font entendre sans cesse, non pas seulement depuis 1 an et demi, mais depuis l'année 2023, à propos justement de la réforme judiciaire que le gouvernement Netanyahou a essayé d'initier, c'est qu'il reproche à Netanyahou dans toutes ses décisions, y compris, on signalait tout à l'heure le fait que la guerre avait repris à Gaza avec une perspective d'élargissement pour forcer le Hamas à libérer les otages. Eh bien, l'argument suprême anti-Netanyahou, c'est que toutes les décisions du Premier ministre seraient motivées politiquement. Les uns disent par sa survie, les autres par le fait que ça permet de pas aller plus loin dans son procès, etc. Il y a des arguments on accuse de faire de la politique. Mais est-ce que ces gens qui se dressent contre Netanyahou, aussi bien le chef du Shabak, le président de la Cour suprême et certains juges, et la conseillère juridique du gouvernement, ne font pas eux aussi de la politique en agissant de la sorte ? Ben c'est évident. Mais si vous voulez, au point où nous en sommes, c'est plutôt anecdotique. C'est-à-dire, c'est une évidence depuis des mois et des années que accuser le Premier ministre de n'avoir qu'en vue des intentions politiques et ne pas regarder l'intérêt public, oui, la poutre qu'ils ont dans l'œil, en désignant la paille qui est dans l'œil du Premier ministre, c'est tout de même se moquer du monde, mais malheureusement il n'y a rien de nouveau dans ce développement. Non, ce qu'il faut considérer, me semble-t-il, c'est vraiment la crise de confiance d'une grande partie du public. Crise de confiance vis-à-vis de certaines institutions juridiques. La crise qui ont parfaitement perçu l'immense danger qu'il y a à laisser le Hamas en place, d'une manière ou d'une autre, et l'immense difficulté qu'il y a à gérer le pays d'Israël face aux États-Unis d'Amérique, face à l'Europe, face à toutes sortes d'institutions internationales oui, qui se déchaînent contre le sionisme, contre notre existence même, contre notre vie, contre notre droit d'être un peuple souverain dans son pays. Et je crois qu'il y a une grande majorité de citoyens qui ont parfaitement compris et qui n'acceptent pas de de faire semblant d'appliquer des règles soi-disant démocratiques qui ne sont plus, qui ne sont pas démocratiques. Rechercher sans arrêt à abattre
le pouvoir parce qu'il est le pouvoir, c'est ne pas comprendre ce qu'est la démocratie. Une démocratie est là pour gérer les affaires publiques de la meilleure manière possible, c'est-à-dire par le vote démocratique des citoyens. Alors, à ce propos, et pour essayer d'aller un peu plus loin en approfondissant notre réflexion, au-delà des crises successives avec le chef du Shabak, la Cour suprême, la conseillère juridique du gouvernement, on a plus au fond l'impression que, d'ailleurs c'est une théorie qui avait été, enfin c'est une expression qui a été employée par Trump quand il est revenu au pouvoir pour un petit peu procéder à un certain nettoyage des personnels des grandes institutions américaines. Il avait exprimé cette expression, le deep state, mot à mot l'état profond, c'est-à-dire les élites qui agissent, les élites institutionnelles qui agissent dans l'appareil d'État. Et donc ce serait finalement le cas en Israël, puisqu'on a vu que depuis que, pas seulement le retour de la droite au pouvoir en 77, mais surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Netanyahou en 96, il a été sans cesse, il y a une guérilla qui a démarré, pas seulement dans les médias, mais dans certaines institutions, et qui s'est ouverte, accentuée et devenue, je dirais, principielle. Elle occupe le devant de la scène, une guérilla de ces élites, de ce deep state contre Netanyahou. Est-ce que vous pensez que c'est une théorie qui se tient, ça ? C'est plus qu'une théorie, c'est un phénomène qui touche un grand nombre de démocraties dans le monde, et c'est vrai aussi en France, c'est vrai aussi en Belgique, c'est vrai aussi en Grande-Bretagne, et c'est vrai aux États-Unis. Donc, comme Israël est un pays très développé, il n'est pas étonnant que cette atmosphère qui consiste à ce que tout ce qui est pouvoir soit suspecté par d'avance tout pouvoir légal, même parfaitement légal, le mettre en cause. Il y a une tentation de mise en cause systématique de toutes les institutions légales, habituelles. Non, mais là, on retrouve ce que nous disions tout à l'heure, c'est que de la même manière que les adversaires de Netanyahou lui reprochent de ne faire que de la politique, eux en font en premier. Et donc, ce deep state, c'est peut-être une dimension sur laquelle il faut revenir, ces élites institutionnelles dans l'appareil d'État agissent eux aussi au nom d'une idéologie et d'idées politiques bien précises, c'est-à-dire enrayer, empêcher le gouvernement démocratiquement élu de fonctionner, et finalement, même si de manière répétée et répétitive, la droite a remporté les élections en Israël, empêcher la droite de gouverner, c'est finalement ce à quoi on assiste. C'est parfaitement clair. Là-dessus, il n'y a pas le moindre doute possible. Et donc ? Par conséquent, lorsque les médias s'en mêlent, pas tous les médias, et je crois qu'il faut là-dessus, au contraire, enregistrer avec satisfaction le fait que certains médias, aussi bien d'ailleurs dans le reste du monde qu'en Israël, ont commencé à évoluer, à revenir vers autre chose que des médias absolument univoques, qui ne connaissent pas l'honnêteté intellectuelle d'établir des vrais dialogues et des vraies controverses polies entre les différentes opinions. Mais de très mauvaises habitudes ont été prises, aussi bien dans les médias que dans les journaux, par exemple. Et par conséquent, il y a toute une évolution à encourager, revenir au véritable dialogue où chacun apporte sa contribution au meilleur fonctionnement de l'État. Or, ça n'est pas le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui. Oui, vous parlez des médias, c'est pas notre sujet, mais c'est aussi ce fameux cinquième pouvoir. On avait cité plusieurs pouvoirs auparavant. Lorsqu'on assiste sur les grandes chaînes de télévision, les trois canaux principaux, la 11, la 12 et la 13, à des débats, bon, chacun avec des nuances et des différences, mais on a un monolithisme de la pensée où la plupart des commentateurs vont tous dans le même sens, surenchérissent les uns après les
des autres pour enfoncer le gouvernement. Bon, il y a peut-être une autre chaîne qui échappe un peu à ça, mais la 14, mais elle a aussi ses qualités et ses défauts. Le fait est que cette question des médias amplifie encore plus la crise au lieu d'aider à la comprendre. Et je voudrais, comme notre temps imparti va bientôt être terminé, je voudrais rappeler cette fameuse phrase de François Mitterrand à la fin des mandats du général de Gaulle. Il avait parlé à propos de certains pouvoirs exorbitants que s'était accordé donc le général de Gaulle en France, dans un tout autre contexte, il faut le dire, du coup d'État permanent. Alors cette formule vient de Mitterrand, et on a un petit peu l'impression que ces élites israéliennes, juridiques, sécuritaires, idéologiques et aussi médiatiques, pratiquent ce coup d'État permanent en Israël contre la décision de l'électorat. Alors justement, il faut bien comprendre que face à des attitudes irresponsables, parce que dans l'état où nous sommes en pleine guerre, et une guerre terrible, parce que le 7 octobre n'est pas loin, et il ne faut pas oublier que l'ennemi nous a promis d'autres 7 octobre, et c'est un ennemi féroce. Sur 7 fronts différents. Sur 7 fronts différents. Eh bien, nous payer le luxe d'une crise comme celle que nous avons décrite maintenant, c'est de l'irresponsabilité. Eh bien, justement, ce qui est remarquable, c'est qu'il est clair qu'une grande majorité de citoyens d'Israël, et en particulier nos soldats, qui, eux, continuent de combattre l'ennemi, épaule contre épaule, ensemble, en ne s'autorisant jamais de faire entrer des considérations politiques dans leur effort, et c'est un effort colossal. Eh bien, derrière tous ces combattants, nous avons un peuple majoritaire qui regarde avec une certaine distance. Et dérision, même. Et dérision, toutes ces bavardages. Ce sont finalement des bavardages. Et qui aiment leur pays, aiment leur État, l'État d'Israël, et qui, en fin de compte, balayeront cette manière d'agir, cette manière de gouverner, et reviendront au principe élémentaire de la démocratie, le pouvoir du peuple par ses élus. Léon Rosenbaum, merci pour vos propos et pour votre temps donné aux auditeurs du Studio Qualita, et pour cette conclusion optimiste. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés, et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain magazine. Shalom.